Écoutez, la liberté n'est pas oisiveté, c'est un usage libre du temps, c'est le choix du travail et de l'exercice. Être libre, en un mot, n'est pas ne rien faire, c'est être seul arbitre de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait point. Nous sommes les derniers hommes libres. Je suis bien content d'être venu. Quelle aventure! Lorsqu'il est question d'honneur, certains hommes viennent à se démarquer des autres. Pour beaucoup, c'est futilité de croire que l'engagement pour une cause perdue fera une quelconque différence. Et pour une infime partie, ces causes vouées à l'échec sont au contraire les plus belles raisons de s'embarquer vers des calamités grandioses. Le panache, et encore le panache. Et en parlant de panache, l'un des aventuriers français qui a marqué les plus belles pages de la nation fleur de lys est sans nul doute Jules Brunet. Son nom ne vous dit peut-être rien, chers auditeurs, mais vous connaissez son histoire. Né en 1838, à Belfort, encore situé à l'époque dans le Haut-Rhin, ce fils de militaire suivra très vite la voie du père. Écolier brillant, il passe le bachot en 1855, il se présente au concours de l'école militaire de Saint-Cyr. Il est reçu. Mais le jeune homme de 17 printemps ne le sent pas. Il veut autre chose. Il intègre alors Polytechnique, notamment l'école d'artillerie et du génie de Metz. Intégré au 3e régiment d'artillerie, le canonnier en herbe sent déjà l'odeur de la poudre lui monter aux naseaux, avant même d'avoir pu en découdre avec l'ennemi. Toujours aussi doué, il sort 4e de sa promotion en 1861. Les choses vraiment sérieuses peuvent alors commencer. Garde à vous! Quand on s'adresse à un supérieur, on prend la position réglementaire. Et l'on nomme le dit supérieur par son grade. Vous seriez pas un peu con des fois, sergent au gagneur? Le goût de l'aventure, des grands espaces et de la canonnade ne sont désormais plus des chimères nocturnes. Il est embringué vers les contrées lointaines. En plein Second Empire, Jules Brunet est embarqué dans l'expédition du Mexique. Pour contrebalancer la montée en puissance protestante d'un voisin nord-américain de plus en plus vorace, des conservateurs mexicains parviennent à convaincre l'empereur des Français, Louis-Napoléon Bonaparte, de la nécessité d'une intervention de la France dans le pays, histoire d'installer un potentat bien moins libéral que celui arrivé au pouvoir en 1858. Notre officier, Jules Brunet, vogue alors vers le nouveau continent. Sous un soleil torride et un feu d'enfer, il participe à la prise de Mexico en 1863. L'occasion de prouver sa valeur et son courage. Bon, il faut le reconnaître, la triste épopée mexicaine se terminera en eau de boudin. Mais les premières armes du Julot seront décisives. De retour en France, il reçoit la Légion d'honneur des mains de l'empereur lui-même, puis est affecté au régiment d'infanterie de la garde impériale, pour finir au régiment d'artillerie à cheval. Ardent et intrépide militaire, Brunet possède également un talent qui lui permettra d'être en tête de liste pour une prochaine mission. La mission, celle qui bouleversera sa vie. En effet, le bougre maîtrise aussi bien le sabre que le crayon. C'est un dessinateur accompli. Aptitude qui lui permet de s'embarquer en 1866, à l'âge de 28 ans, vers des latitudes opposées aux précédentes. Le ministère a besoin d'instructeurs pour un pays alors en plein bouleversement. Le Japon. Royaume alors tiraillé entre des traditions qui ont fait son particularisme et un impérieux besoin de se lancer dans la modernité industrielle. Il n'en faut guère plus aux puissances occidentales pour s'engager dans la course nippone. Sous les ordres du capitaine Jules Chanoine, Brunet débarque début janvier 1867 dans le port de Yokohama. Il est présenté à celui dont il aura la charge d'instruire et de moderniser l'armée, le shogun Tokugawa Yoshinobu. En pleine période de bascule dans la modernité, le Japon est à la croisée des chemins, et notre officier et artilleur français sera le témoin privilégié de cette lutte à mort fratricide entre des visions, des peuples et des mondes qui ne peuvent pas se comprendre. Yoshinobu, 15e et dernier shogun du shogunat Tokugawa, est un général. Plus précisément, grand général pacificateur des barbares, comme le veut la traduction du terme shogun. Il partage avec l'empereur, fils du soleil, le pouvoir, le shogun étant plus un dictateur militaire en charge de la protection de l'empire, tandis que l'empereur est plus un gardien des traditions et de l'histoire nippone.
Héritier de la dynastie Tokugawa, au pouvoir depuis 1603, appelée l'époque d'Edo, Yoshinobu va tenter de concilier l'irréconciliable. À l'instar de la Chine, aussi en pleine période d'ouverture, le Japon est de plus en plus soumis aux traités commerciaux des puissances occidentales. Prudents, les États-Unis ou la Russie se tiennent à l'écart. Et c'est un vieux duo d'ennemis qui finira par s'affronter dans un empire du soleil levant en pleine indécision. La France et la Grande-Bretagne. Pourquoi as-tu quitté ta terre-mère? Je suis parti pour fendre les Anglois. Ces derniers soutiennent le camp de l'Ouest, avec l'empereur Meiji, ou Mutsuhito, qui n'est encore que le représentant religieux du Japon, partisan d'une politique réformatrice et éclairée. Et surtout, ouverte aux exigences commerciales des Occidentaux. De l'autre côté, la France, sensible à la cause du shogun et qui tient à préserver son traité de paix et d'amitié signé avec le pays en 1858. Sous la pression du consul général de France, Léon Roche, alors en place dans la ville d'Edo, qui deviendra Tokyo, la France fait venir des officiers et instructeurs de premier rang pour soutenir le shogun. Notre Jules Brunet entre en piste. Bien que les Occidentaux soient de plus en plus mal vus, notamment depuis l'équipée quelques années plus tôt du commodore de marine américain Matthew Perry, qui force le Japon à l'ouverture et met fin à la période d'isolationnisme, le Sakoku, l'officier français Brunet sera reconnu et apprécié pour son expérience, sa droiture, son goût du dessin et des estampes, et surtout, pour une certaine idée de l'honneur. Les caractéristiques mêmes du mousquetaire français iront droit au cœur d'une autre classe de guerriers en passe d'être intégrée au sein de l'armée nationale. Celle qui a fait pourtant les grandes heures de l'Empire durant près de 700 ans. Les samouraïs. L'un des plus illustres de l'époque demeurant Sakamoto Ryoma, patriote et partisan de la doctrine Sonojoi, qui signifie révérer l'empereur, expulser les barbares, qui tentera d'ailleurs de s'emparer du pouvoir contre l'empereur avant d'être démasqué, faisant de lui un renin. Les choses s'emballent. Dès novembre 1867, le shogun, qui avait pourtant demandé de l'aide à la France contre le parti réformateur de l'empereur, acculé par une vague importante d'attentats et une avancée technologique bien trop conséquente du parti adverse, finit par céder. Il abandonne le pouvoir à l'empereur Meiji, mettant fin au système féodal, celui-ci met en place un pouvoir collégial et déclare « Les usages des temps anciens sont abolis pour toujours ». Le shogun Yoshinobu, indécis et vacillant devant le rouleau compresseur, à qui l'on reproche déjà la répression sanglante de la rébellion de Mito en 1864 et 65, qui se soldera tout de même par la mort de nombreux samouraïs, est poussé par ses partisans à prendre les armes. C'est le début de la guerre du Boshin, ou la guerre de l'année du dragon. De janvier 1868 à mai 1869, les clans s'affrontent. D'un côté, les partisans de l'empereur et de la politique d'ouverture à l'Occident, de l'autre, les troupes fidèles au gouvernement shogunal d'Edo. La décisive bataille de 4 jours à Toba-Fushimi voit l'effondrement des forces du shogun devant les forces impériales, bien trop modernes et bien plus nombreuses. Malgré les conseils de Brunet, qui propose au shogun un plan de revanche, la capitulation est signée le 27 avril 1868. Edo est conquise. La France n'a d'autre choix que de rappeler son ambassadeur et doit se déclarer neutre. La mission française se retire sur Yokohama avant d'être rapatriée au pays. Mais l'officier français, devenu capitaine, ne l'entend pas de cette oreille. Estimant qu'il en va de son honneur et de la grandeur de la France, du respect de la cause de ses hôtes, et par amitié pour ses frères d'armes samouraïs, qu'il a lui-même instruits, il dira « La Confédération du Nord m'a renouvelé ses instances. Ses princes, amis de la France, déclarent avoir besoin de mes conseils et m'ont tous promis de m'obéir. Risquant mon avenir comme fonctionnaire français, je me suis borné à m'assurer de modestes et honorables moyens d'existence de la part des Japonais. Et seul, je veux essayer d'être utile à nos amis en ce pays. Je ne me fais pas d'illusions sur les difficultés. Je les affronte avec résolution, décidé à mourir ou à bien servir la cause française en ce pays. » Il démissionne le 4 octobre 1868, mais son officier supérieur refuse. Bénéficiant d'une certaine mansuétude de la part du ministère de la Guerre, alors qu'il est officiellement déserteur, il est autorisé à rester auprès de ses camarades nippons. Bénéficiant de l'appui du consul Roche, qui a l'oreille de l'empereur Louis-Napoléon, Jules Brunet sera même rejoint par 9 officiers stationnés en Asie, qui démissionnent pour le rallier. Le restant des troupes du shogun, accompagnés des soldats français, se retranche donc
à Hakodate, aux portes de l'île d'Hokkaido. Brunet, qui se partage le commandement avec Otori Keisuke, est désormais conseiller du ministère de la guerre de la République indépendante d'Ezo, fondée le 25 décembre 1868. Il aura la charge d'organiser la défense du territoire. Sous la direction de l'amiral Enomoto Takeaki, devenu Sosai, ou président de la République, les officiers français se devront d'organiser et de commander 4 brigades. Il va de soi que la bataille finale est inévitable. Du 4 au 10 mai 1869, dans la baie d'Hakodate, les rebelles, officiers français à leur tête, vont s'illustrer une dernière fois contre les forces impériales. Acculés par la terre et la mer, les 800 hommes finissent par céder après quasiment une semaine de rudes combats. Les Français, dont Brunet, sont récupérés in extremis par le navire Coetlogon le 8 juin, alors que de nombreux blessés sont passés par les armes. La France félicite l'empereur de sa victoire, mais refuse de rendre l'officier qui a organisé la résistance à sa prise du pouvoir. Bien qu'approuvant la sanction administrative contre son militaire, Napoléon III laissera courir le bruit que Jules Brunet est passé en conseil de guerre pour son ingérence dans les affaires politiques d'un pays étranger. Il n'en est rien. Brunet doit se faire discret. Il sera nommé directeur adjoint de la manufacture d'armes de Châtellerault, nomination qui n'a d'ailleurs pas été insérée au journal officiel à l'époque. Modération oblige. Jules Brunet finit par se marier et aura comme témoin son vieux camarade et compagnon d'armes, Jules Chanoine. Après ses aventures extrême-orientales, Brunet participera également à la guerre de 70 contre la Prusse et sera fait prisonnier à Metz. À la chute du Second Empire, il prendra part à la répression de la Commune et finira général de division et ministre de la guerre en 1898. Bien des années après son épopée, le Japon, en souvenir du guerrier que fut Jules Brunet, élèvera le samouraï à peau blanche au grade de grand officier du trésor sacré du Mikado. Il recevra aussi l'ordre du Soleil levant, plus haute distinction japonaise après l'ordre du Chrysanthème. Le fier soldat Brunet pose son sabre, une dernière fois, le 12 août 1911, et meurt à l'âge de 73 ans. Après ce récit, vous savez donc, chers auditeurs, à qui notre officier vous fera penser. Au capitaine américain Nathan Algren, dans le film Le Dernier Samouraï. Car une fois encore, les anglo-saxons, sans honneur, c'est bien connu, iront puiser dans une histoire vraie, mais bien française. Aux grognards, samouraïs, bidasses et poilus qui par-delà les mers et les horizons, au soleil étincelant, ont su garder chevillés au corps leur panache. Ceux qui, comme Jules Brunet, ont su garder dans leur cœur l'élan et la fougue que recouvre le mot « honneur ». Alors, ciao l'aventurier. L'aventure, c'est l'aventure.